Bim 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 bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum bum bim bim. Samedi 15 janvier 2022, à la librairie Ombre Blanche, une rencontre réunissait à l'occasion de la présentation du numéro 10 de la revue Gibraltar et autour de son directeur de publication et rédacteur en chef Santiago Mendieta, le photographe Ben Hardcore et les journalistes Bruno Vincent et Pierre Chalier. Sigo observando mi respiración como entra frío y sale tibio y no puedo callar la razón. Eh bien, bonsoir. Écoutez, on va démarrer, il est l'heure. Bon, merci pour votre présence, malgré le beau soleil sur les quais de Garonne. Bon, mais bien, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santiago Mendieta, je suis le directeur, rédacteur en chef de la revue Gibraltar, dont voici le 10e numéro. Alors, ce n'est pas un 10e anniversaire, c'est un 10e numéro. On est sorti, le premier numéro, c'était fin 2012. Voilà, donc, si je compte bien, ça fait 10 saisons, mais 9 ans. Bon, voilà. Voilà, donc merci pour votre présence. Et donc on va présenter un petit peu le numéro dans les grandes lignes, sauf si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà eu en main. Donc on essaie toujours de faire venir quelques auteurs qui sont pas trop loin, parce que bon, les moyens de la revue quand même sont pas illimités. Donc on me dit souvent, ah c'est chouette, mais ça manque de femmes. Voilà, c'est ce qu'on va me dire aujourd'hui. Donc je préfère déjà annoncer que si vous regardez la revue, je ne dirais pas qu'on atteint la parité, peut-être même que les femmes sont majoritaires en termes d'autrices, de dessinatrices notamment. Voilà, donc ne nous en veuillez pas s'il n'y a que des hommes sur ce plateau. Voilà, je préfère le dire parce qu'on m'a déjà fait la remarque lors d'une précédente rencontre. Voilà. Donc je vais présenter un petit peu les gens avec nous, les auteurs de quelques-uns des reportages. Donc à ma gauche, votre droite, Bruno Vincent, donc, qui est journaliste indépendant et qui aussi travaille notamment pour l'Humanité. Ici, il va y avoir tout à l'heure, il se cache au fond de la salle, le photographe Ben Hardcore. Il peut venir s'il veut, mais bon, il est timide, il hésite toujours à venir. Donc Bruno, dans un premier temps, a fait un sujet sur la genèse du roman Le Comte de Monte Cristo, lié à un dossier sur les îles de Méditerranée. Voilà, on va en parler, on va essayer de ne pas trop en dire, parce que si on me dit, mais vous en dites trop, voilà, n'en dites pas trop. Voilà. Et donc Benjamin pour les intimes, donc est photographe indépendant, photographe militant, et il a signé un très beau récit photo, parce que nous on aime bien les récits photos à Gibraltar, autour on va dire, avec le réseau Éducation sans frontières, sur, on va dire, les enfants de travailleurs sans papier ou de demandeurs d'asile, on va dire, qui n'ont pas de toit pour apprendre et pour avoir une éducation, on va dire, correcte. Voilà. Donc un très beau sujet. Pardon, un très beau sujet photo, sous forme de double page avec des textes courts. Voilà, on essaie aussi de varier les rythmes dans la revue. On a des textes, on a de la longueur, mais également parfois de la brièveté et puis les images qui parlent pour elles. Et puis enfin à ma droite, Pierre Chalier, qui est grand reporter à la Dépêche, et puis qui a l'habitude de partir sur des théâtres un peu lointains. Et là, il y a un sujet qu'il a fait sur la Syrie. Le titre, c'est Octobre rose, c'est aussi en Syrie. Ou c'est en Syrie aussi. Voilà, donc pour évoquer le cancer du sein en Syrie, qui évidemment frappe de plein fouet les femmes et qui, par ricochet aussi, permet comment dirais-je, de voir à quel point le système sanitaire syrien s'est complètement effondré. Alors évidemment avec la guerre, et puis également avec les sanctions internationales qui frappent le régime, qu'on ne soutient pas évidemment, mais bon voilà, le cancer, les maladies, ça touche des deux côtés, hein, dans les zones rebelles, ou ce qu'il en reste, les zones occupées par les Kurdes, et puis également les zones, on va dire, telles que Damas. Hein, voilà. 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 Donc, avant de donner la parole aux auteurs, alors on devait avoir Didier Goupil également, qui a signé un très beau sujet
qu'on a appelé l'Odyssée inachevée. Bon, malheureusement, Didier est à Paris, il n'a pas pu être avec nous, donc il était annoncé, mais bon, ce n'est que partie remise. Voilà. Donc, pour présenter ce numéro très rapidement, pour pas accaparer la parole, parce que je suis un peu bavard. Donc, ce 10e numéro, on a voulu le faire également, donc évoquer les réalités de la Méditerranée, avec ce que ça peut avoir parfois de désespérant, hein, quand on évoque la Syrie, quand on évoque, bon, plus lointain, l'Irak. Ou on va dire les pays du Sud, l'Égypte, bon, toutes ces dictatures qu'il y a au sud de la Méditerranée. Voilà, donc effectivement, c'est souvent désespérant. Mais bon, nous, on essaie de ne pas évoquer une Méditerranée de pacotille ou touristique, vous voyez, façon agence de voyage. Voilà, on essaie de parler de la réalité, plutôt du côté des gens qui souffrent, voilà, en essayant d'être en empathie, d'être aussi en immersion. C'est un peu la patte un peu de Gibraltar. Et Gibraltar, évidemment, ça consiste aussi à s'intéresser on va dire aux gens qui souffrent, hein, et donc c'est pour ça qu'on s'appelle Gibraltar, à cause du détroit de Gibraltar et du passage des migrants, hein, qui ont lieu entre, on va dire, le nord de l'Afrique, le Maroc et l'Espagne. Et puis aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ces flux de réfugiés se sont déplacés plutôt également à l'est. Voilà. Donc, pour fêter, entre guillemets, ce 10e numéro, on a souhaité faire un dossier sur les îles, donc avec des sujets très différents, hein, donc l'Odyssée inachevée sur les traces d'Ulysse, hein, c'est une histoire avec un helléniste qui s'appelait Victor Bérard, hein, qui est un grand traducteur de l'Odyssée, hein, donc plutôt début XXe siècle, des traductions un petit peu surannées aujourd'hui, il y a des traductions plus modernes, mais bon, Victor Bérard, en fait, c'est un grand helléniste, il était à Athènes, à l'école française d'Athènes, un petit peu archéologue aussi. En fait, il avait imaginé que l'Odyssée, c'était en fait une sorte de manuel de navigation à l'époque des Phéniciens, et qu'en fait, on pouvait, à partir de l'Odyssée, retrouver sur les traces d'Ulysse tous les coins où il est passé. Donc retrouver la grotte de Calypso, enfin, tous ces lieux un peu mythiques qui nous font encore rêver. Alors évidemment, à l'époque, elle était très contestée, cette théorie, cette thèse, et elle a été battue en brèche complètement aujourd'hui. Mais bon, il y a un aspect romantique qui est intéressant. Et puis il y a une quête, hein, de sa part, de s'entêter en disant « j'ai raison contre tout le monde ». Et il avait convaincu un grand photographe suisse de Genève, qui s'appelait Fred Boissonnas, grand photographe, grand opérateur. À l'époque, on travaille avec des grandes chambres photographiques, on travaille avec des plaques de verre, hein, des choses vraiment très lourdes, très, très, très pesantes. Et il a fait des documents qui sont conservés à la bibliothèque municipale de Genève, qui nous a permis d'accéder au fond. Et donc, on publie certains de ces clichés qui sont très beaux. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une des histoires que Didier aurait dû nous en parler. Puis après, il y a deux fictions. Un sur, on imagine que le Minotaure n'est pas mort et qu'en fait, il reprend la parole. Hein. En fait, il était caché dans les sous-sols de la Crète, hein, dans les souterrains. Et puis, il prend la parole et il évoque un petit peu notre époque, notamment autour des migrants et du sort qu'il aurait fait en Méditerranée. Voilà. Et puis après, il y a un sujet un petit peu plus léger, un petit peu plus roman noir, de David Torres, qui s'appelle, on devrait l'appeler La planète eau. Et bon, c'est un petit peu un sujet un petit peu plus léger sur le tourisme de beuverie. On a appelé ça comme ça. C'est notamment à Majorca, dans une ville qui s'appelle Magaluf, où effectivement il y a du tourisme low cost et où des jeunes gens, notamment britanniques, viennent se bourrer. Voilà, se bourrer la gueule pour pas cher, parce qu'évidemment, il y a tout un tourisme autour de ça et de l'alcool pas cher, de l'alcool vraiment de très basse qualité. Et voilà, donc il parle un petit peu de ça avec comment dirais-je, une enquête policière où il s'agit de retrouver une jeune fille égarée. En fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet de David Torres qu'on aime bien à Gibraltar. Et le sujet sur Il neige sous la mer, Parole d'Astérios, c'est un sujet de Jacques Housset. Voilà. On va évoquer donc ce dossier avec Bruno, qui va un petit peu nous parler de quelques éléments, parce qu'on essaie de pas tout dire, parce que sinon voilà, on spoil, comme on dit maintenant chez les jeunes. On divulgage, voilà, on divulgage, ça c'est québécois peut-être. Voilà, ils ont peut-être le génie justement pour inventer des mots français ou francisés. Voilà, donc sur la genèse de ce fameux roman qui est aussi célèbre que les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Enfin, d'ailleurs c'est un roman d'Alexandre Dumas autour donc du château d'If, hein, puisqu'on a fait quelque chose autour des îles. Donc peut-être prendre un micro et nous dire un petit peu comment cette idée est venue. Alors bon, c'est moi qui te l'ai proposé, de trouver des éléments sur comment Alexandre Dumas
comment il a construit en fait ce roman et quels sont aussi les éléments familiaux. Moi, c'est ce qui m'intéressait quand je t'ai commandé ce sujet. Ça peut paraître curieux quand on s'intéresse à Alexandre Dumas, qui est un auteur un peu méprisé, qui est pas très considéré par l'intelligentsia, quoi. C'est pas Stendhal, c'est pas Flaubert. C'est un auteur populaire. Le Comte de Monte Cristo, en fait, n'est pas né de la seule imagination d'Alexandre Dumas, même s'il avait une imagination débordante. En fait, il s'est aussi inspiré de personnages réels pour Edmond Dantès, pour l'abbé Faria. Voilà, les lieux du roman. Le château d'If aussi n'a pas été choisi au hasard. Edmond Dantès, très rapidement, 2 mots. L'histoire est tellement rocambolesque qu'on s'imagine qu'il n'y a rien de vrai, mais il y a quand même, c'est quand même tiré de faits réels. Le personnage d'Edmond Dantès est en partie inspiré par le père d'Alexandre Dumas, le général Dumas, qui lui-même... Général noir. Oui, noir, né à Saint-Domingue, ou à Haïti, qui lui-même a été incarcéré en Italie, qui a connu la rétention, comme Edmond Dantès, des conditions très, très rudes, et qui avait un peu la même bravoure qu'Edmond Dantès. Et à travers le personnage d'Edmond Dantès, on a l'impression qu'Alexandre Dumas a voulu un peu réhabiliter son père. Donc le général Dumas a un peu inspiré le personnage d'Edmond Dantès, mais c'est plus compliqué que ça, parce que... En fait, c'est plusieurs faits divers qu'il mêle, hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est plusieurs faits divers. Hein. Oui, il y a aussi... Edmond Dantès est inspiré d'un personnage qui s'appelait François Picot, qui a été cordonnier à Nîmes, et qui, au début du 19e siècle, en 1807, a été, sur dénonciation, incarcéré, donc comme Edmond Dantès. Hein. Donc avec une injustice, voilà, il y a toujours cette idée de celui qu'on envoie en prison de façon injuste. De manière injuste, voilà, sans jugement même souvent. Voilà. Et cette histoire de François Picot, on la retrouve dans les archives de la police au XIXe siècle, sauf que l'archiviste de la police de Paris, c'était pas un archiviste très rigoureux, c'était sans doute un romancier manqué ou raté, et il a beaucoup romancé, enjolivé des histoires judiciaires. Bon, et donc cet archiviste qui s'appelait Jacques Peuchet, avec la complicité d'un quelqu'un qui était un mystificateur, un faussaire, qui s'appelait Lamotte Langon. Tous les deux, ils ont complètement déformé l'histoire de François Picot. Lamotte Langon, d'ailleurs, il est né à Montpellier, mais il a vécu à Toulouse. Et à Toulouse, il y a une rue qui s'appelle la Lamotte Langon. C'est curieux qu'on donne le nom d'une rue à un mystificateur, à un faussaire, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Et en fait, l'histoire de François Picot... très romancée, très rocambolesque, elle est inspirée encore d'un autre personnage antérieur, Gabriel Étienne Pastourel, qui était né à Marseille, qui lui aussi a été un déserteur de l'armée française. Il était en Italie, dans les armées de Napoléon. Il a déserté, puis il a fini par se faire arrêter, il a été envoyé en prison. Voilà. Donc voilà, donc Edmond Dantès, d'un côté c'est le général Dumas, et de l'autre côté c'est des personnages un peu troubles, oui. Et puis à deux niveaux. Il y a François Picot qui lui-même est inspiré de Gabriel Étienne Pastourel, quoi. Ça, c'est pour Edmond Dantès. Alors pourquoi le château d'If alors ? Quels sont les ressorts de cette histoire alors ? Le château d'If, Dumas visite le château d'If en 1834, donc bien longtemps avant d'avoir écrit le début du Comte de Monte Cristo. C'est quelle date à peu près, le Comte de Monte Cristo ? Il visite en 1834.
Non, mais le roman, il est... Ah, le roman, Dumas commence à l'écrire en 1844, mais il est publié en feuilleton, sous forme de feuilleton, dans le journal des débats. Donc il est publié de 1844 à 1846. C'est un succès considérable et les gens s'arrachent les numéros de ce feuilleton. Mais bien avant, Dumas va visiter le château d'If, qui est une île prison, hein, où on y met les prisonniers politiques en particulier. C'est même un petit peu le symbole même de l'île prison, d'un régime très répressif. Et Mirabeau, sous l'Ancien Régime, avait été incarcéré au château d'If. Et donc c'est un petit peu en hommage à Mirabeau, et parce que Dumas s'intéresse à la question des prisonniers politiques, qu'en 1834, il va visiter le château d'If, donc déjà. Et puis, il se trouve que au château d'If a été déposé la dépouille du général Kléber. C'était un grand ami du général Dumas. Oui. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il y a vraiment des ressorts familiaux et psychologiques, on est en plein dedans. Et donc la dépouille, elle est restée 18 ans, je crois. 18 ans, voilà. Le général Kléber, grand ami du général Dumas, a été assassiné en Égypte en 1800, je crois. Et ce général Kléber s'était brouillé avec Bonaparte, devenu juste après Napoléon. Et quand Kléber meurt, Bonaparte, qui devait être Napoléon déjà à ce moment-là, refuse que le corps de Kléber soit enterré sur le continent. Donc on exile le corps, si on peut dire, sur le château d'If. Comme une quarantaine, qui a duré 18 ans. Une quarantaine post-mortem, quoi. Et il va rester 18 ans, et donc Dumas pense aussi au général Kléber quand il va visiter le château d'If. Donc on ne vous dévoile pas tout, mais bon, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et après, peut-être un élément sur le nom, Monte Cristo. Ça correspond à quoi? Oui, là encore, il y a deux origines. Hein, il n'y a jamais qu'une seule origine. Il y en a deux. Donc, la grand-mère paternelle d'Alexandre Dumas était une esclave noire originaire de l'île de Saint-Domingue, et plus précisément de la baie de Monte Cristo, déjà, d'une part. Et d'autre part, Monte Cristo, c'est le nom d'une île qui se situe entre la Corse et l'Italie. Qui est italienne. Qui est italienne, oui, tout à fait. Et en 1842, si je me souviens bien, Alexandre Dumas, qui aborde un bateau, à ses côtés, il a le neveu de Napoléon, fait le tour de cette île de Monte Cristo sans y mettre le pied, mais il est quand même impressionné par cette île qui est petite, mais qui a l'air assez sauvage. Il y a des falaises abruptes, c'est assez difficile d'y accoster. Et Dumas aurait dit, mais c'est très douteux, au neveu de Napoléon, mon prochain roman portera le nom de cette île de Monte Cristo. Voilà, je ne vous garantis pas l'authenticité de la phrase. En tout cas, c'est repris dans les gazettes et c'est parvenu jusqu'à nous. Voilà, donc voilà quelques éléments. Voilà, donc peut-être comment as-tu travaillé là-dessus, avec des recherches historiques, avec oui, il y a des... On peut retrouver pas mal d'éléments, des recherches sur Internet évidemment, mais il y a aussi les monuments nationaux dont dépend le château d'If qui m'ont aidé, qui m'ont fourni des éléments. Je les remercie pour leur aide d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de... Il y a même des généalogistes qui sont allés remonter jusqu'au personnage dont je vous parlais, Gabriel Étienne Pastourel, né à Marseille en 1784. Donc il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites. Très bien. On continue un petit peu notre promenade autour de ce numéro, donc pour évoquer évidemment le château d'If à travers le comte de Monte Cristo, et puis également juste à côté une autre île du Frioul. Hein. If fait partie de l'île du Frioul, à partir d'un récit qui s'appelle Un présent à composer de Clémentine Thiebaud, voilà, pour évoquer un petit peu sur les autres îles, et notamment, je crois que c'est Thibouden, une autre île, la 4e île, qui a servi, où il y avait un hôpital justement qui servait de quarantaine, notamment au 19e, et qui a servi également pour, on va dire, accueillir
les réfugiés arméniens qui fuyaient le génocide turc. Voilà. Toujours pareil, cette idée de quarantaine, d'épidémie, vous voyez, donc déjà, il y avait ça. Donc voilà, ces îles, elles ont un passé, mais l'autrice a eu quand même des difficultés justement à trouver des informations autour de cet hôpital Caroline, pas évident, voilà. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en avant, puisqu'on n'a pas les auteurs là sous la main, c'est un sujet un petit peu provocateur qu'on a appelé l'archipel de Palestine. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a fait une carte dépliant où on voit la Palestine aujourd'hui. Bon, vous savez, avec le problème de l'occupation israélienne, avec le problème de la conquête israélienne en 48, de cette guerre israélo-arabe qui a tourné en faveur des Israéliens, qui est un petit peu mythifiée par les Israéliens. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, il y a des nouveaux historiens israéliens, donc comme Ilian Mbappé et d'autres, qui remettent en cause un petit peu ce récit un peu mythique, un peu héroïque de la résistance d'Israël. Même effectivement, si effectivement ils ont résisté contre une coalition qui a priori sur le papier était supérieure. Voilà. Et donc on a imaginé, la première idée c'était d'essayer de décrire le quotidien des Palestiniens quand on veut se déplacer d'un coin à l'autre. Voilà, les Palestiniens aujourd'hui, c'est sans doute un des peuples les plus casaniers. Et pourquoi parce que chez eux, c'est très compliqué d'aller d'un endroit à l'autre, parce qu'il y a des checkpoints, parce qu'on leur demande des papiers qu'ils n'ont pas, pour aller travailler à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est très compliqué. Donc on a imaginé, avec un cartographe qui s'appelle Julien Boussac, d'imaginer, enfin c'est lui qui nous l'a signalé, de dire à quel point la difficulté de se déplacer dans le territoire palestinien avec 3 zones. Il y a la zone A, B, C, selon que c'est Israël qui assure la sécurité, ou alors si c'est l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste. Et puis après, il y a des zones mixtes. Voilà. Et donc, on a imaginé des sortes d'îlots, on va dire, de territoires palestiniens, qui est complètement mité comme une peau de léopard. Voilà, on a appelé ça l'archipel de Palestine, avec un récit qui est quand même argumenté. C'est pas uniquement du militantisme, avec effectivement ces récits, ces travaux d'historiens. Et c'est signé de François Bonne, qui est un excellent écrivain qui habite à Marseille, qui n'a pas pu être avec nous, et qui a signé notamment La Lune dans le puits, où il y a toute une série que je vous recommande, aux éditions Verticales. Je crois que c'est publié au livre de poche, où il raconte plein d'histoires vraies autour de la Méditerranée. Voilà, donc on a un compagnonnage avec lui. Et ensuite, il y a un autre sujet, un petit peu plus léger, sur l'île de Procida, qui est une île à côté de Naples, très très belle île, qui en 2022 est déclarée... très beau sujet là, de Marine Vlahovic, avec qui on a un compagnonnage également, qui a été, à une époque, elle était dans les territoires occupés également, elle était en Palestine. Là, aujourd'hui, elle est à Marseille, elle se balade beaucoup en Afrique, en Algérie. Voilà. Et donc, elle a fait un sujet sur Procida, qu'elle connaît bien, qui, en 2022, sera capitale européenne de la culture. Voilà. Et donc, il y a un problème à Procida, c'est une toute petite île où il n'y a pas de voiture, mais il y a une profusion de motovespa, de scooters, etc. Et il y a un monde de fou l'été, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment un problème, les habitants étouffent sous le tourisme. Alors, évidemment, ça fait vivre énormément de gens. Je pense que la crise du Covid leur a pas fait du bien, mais c'est vrai qu'ils étouffent un peu sous l'avalanche de touristes. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments, et elle fait parler des gens, il y a des photos vraiment sympas. Voilà. Là, je vais me tourner un petit peu vers Pierre Chalier, puisqu'on va quitter le dossier l'Odyssée des îles, pour évoquer donc... ça marche ? Oui, marche. Pour évoquer donc la Syrie, la Syrie qui a un petit peu disparu des radars, de l'actualité. Il n'y a plus d'images, mais plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. On voit vraiment plus rien. Alors Pierre, toi qui es justement, tu t'es rendu à plusieurs reprises en Syrie, donc tu as pu faire des reportages, alors en zone gouvernementale, mais aussi en zone rebelle. Non, je suis pas. Non, côté Irak, j'étais Kurdistan irakien, j'ai pas pu passer au Rojava parce que c'était en plein pendant l'offensive turque en 2019. Je suis allé 4 fois en Syrie sur ces 6 dernières années, grâce à notamment grâce à des associations et à des médecins. Des médecins français, des médecins syriens, qui ont voulu voir, qui ont essayé
avec leurs moyens, de voir le possible et le faisable pour aider leurs homologues syriens, parce que la détresse de la population syrienne, qu'elle soit en zone rebelle ou en zone gouvernementale, elle est équivalente. Alors, elle est même pire en zone gouvernementale du fait de l'embargo et des sanctions qui touchent la Syrie. Il n'est pas possible d'avoir accès au dollar, déjà en tant que monnaie, de commercer en dollars. Et surtout, il n'est plus possible pour les hôpitaux syriens, qui étaient d'un très très bon niveau, excellente médecine syrienne. Nos hôpitaux français en témoignent quand on voit le nombre de praticiens syriens qui sont en France. Il n'est plus possible de tenir à jour, d'entretenir le matériel. Alors, sur le dernier reportage que j'ai effectué là-bas, j'ai accompagné une association qui s'appelle Astarté et qui travaille depuis 20 ans sur un problème silencieux, une mort silencieuse autour de la Méditerranée, notamment Méditerranée du Sud et Méditerranée orientale, qui est le cancer du sein. Il y a beaucoup plus de cancer du sein dans le Maghreb et le Machrek que partout ailleurs, pour des raisons culturelles, sociales, religieuses. Le corps de la femme est par définition tabou. Il y a toujours l'empreinte du mektoub qui est là, si tu es malade, c'est que Dieu l'a voulu. C'est ça, le destin qui frappe. Et il y a une vingtaine d'années, donc, une association de radiologues français s'est mis en contact avec leurs homologues en Algérie, en Tunisie et notamment en Syrie, où il y avait une véritable volonté de l'État syrien dans les années 2000 de travailler sur cette question. État laïque, je le rappelle, hein, le bilan des 20 dernières années, c'est quand même d'avoir abattu les 2 seuls États laïques du Moyen-Orient, avec le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et donc ces médecins ont fait un travail d'éducation, de formation de leurs homologues. Ils l'ont fait jusqu'en 2011 avec leurs homologues syriens. Donc tous les ans, 1-2 fois par an, aller former au dépistage, aller former aux soins, à l'annonce. Il y avait un fort côté éthique, l'annonce de la maladie, parce que le cancer du sein tue encore beaucoup, et même beaucoup plus qu'ailleurs. Vous allez me dire, oui, dans le contexte d'une guerre où il y a eu des centaines de milliers de morts, bon, ça paraît un épiphénomène. C'est au contraire un révélateur de ce qu'ont été les conséquences de cette guerre sur les populations civiles et bien sûr sur les femmes qui, elles, sont doublement, triplement victimes des guerres que les hommes décident et qu'elles subissent. Voilà. Parce que on constate une détérioration à cause de la guerre de l'état sanitaire de tout le pays, à cause de l'embargo, à cause du stress post-traumatique lié aux guerres, à cause des retards de diagnostic, à cause du manque de traitement pour y faire face. Donc aujourd'hui, on a une population civile dans son entier où le nombre de cancers, où l'on constate une explosion du nombre des cancers, des maladies cardiaques, des maladies psychiatriques, évidemment, liées à la guerre, et qui ne peut plus être soigné, sauf à contourner l'embargo, donc ce qui passe par le marché noir, ce qui passe par le trafic, ce qui passe par trouver des canaux avec des approvisionnements chinois, indiens, iraniens, des pays du Golfe, etc. C'est quelque chose d'assez complexe. Mais ce qui m'a paru vraiment très intéressant dans le combat des femmes et des médecins autour de cette question symbolique du cancer du sein, c'est aussi face à une meute djihadiste, à une meute d'hommes qui détestent les femmes. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un combat à mort contre la féminité, contre le féminisme qu'engagent les barbus. C'est que pour beaucoup de femmes, le dépistage, c'est une façon de se réapproprier de son corps dans un espace où il est nié. Voilà. Est-ce que j'en ai trop dit? Non, mais c'est très bien, c'est très bien.
C'est très bien. Non, voilà. Donc, il s'agit pour moi, chaque fois que je suis allé en Syrie, je me pose pas la question d'être une caution ou pas du gouvernement, du régime de Bachar el-Assad. Il y a eu, dans la guerre syrienne, on ne va pas faire d'angélisme par rapport au régime, mais il ne faut pas non plus en faire par rapport à l'opposition. L'armée syrienne libre avait probablement des buts très vertueux et démocratiques au départ. Elle a été très rapidement phagocytée et instrumentalisée par toutes les puissances extérieures, que ce soit les États wahhabites, les frères musulmans par l'intermédiaire de la Turquie, etc. Les gens qui ont fait sauter l'hôpital d'Alep, qui était leader dans tout ce qui était oncologie au Moyen-Orient. Alep avait le plus grand hôpital d'oncologie du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient venait se faire soigner à Alep. Les gens qui l'ont fait sauter parlaient tchétchène, égyptien, dialectal, tunisien, et étaient des djihadistes. C'était le pire et les plus durs des djihadistes. Ils ont fait sauter cet hôpital. Une chose m'a frappé en Syrie, entre autres, et c'est une question effectivement qu'on se pose assez peu chez nous, c'est un vieux Syrien francophile d'Alep. Beaucoup de Syriens de 60, 70 ans, 50 ans n'ont pas compris la position de la France. Ils sont restés très francophiles. Je me souviens d'une phrase entendue, les Turcs sont restés chez nous 400 ans, nous n'avons jamais appris le turc, vous êtes restés moins de 40 ans, nous avons appris le français. Ça ne fait pas de nous une nation universelle. Attention, hein, on a aussi bombardé des populations civiles pendant la première rébellion de la Ghouta en 26, ce que raconte Kessel, et le général de Gaulle a également fait bombarder 2-3 000 civils tués, il ne faut pas oublier, en 46, hein, à Damas. Donc, ne faisons pas non plus, ne nous ripollinons pas comme une France merveilleuse par rapport à ça. Mais en discutant avec ces vieux Alépins, parce qu'il ne reste plus que les hommes, quand on a un peu d'argent, on met les femmes, la famille, tous ceux à qui on peut payer le voyage vers le Liban, vers les cousins qui sont partis, etc. Donc quand vous étiez à Alep en 2017... que la bataille avait baissé d'intensité, que l'étau avait été desserré, que le couloir avait été rouvert avec le reste de la Syrie, vous ne trouviez le soir, dans le peu de restaurants qui restaient ouverts, que des hommes qui avaient passé 50 ans et qui discutaient entre eux et beaucoup parlaient français. Et cet homme me dit, vous savez, vous les Français, vous avez fait plusieurs révolutions. On voit des révolutions partout dans le monde. Le but d'une révolution, c'est de prendre le pouvoir, de renverser le pouvoir. Mais tout révolutionnaire responsable fait attention à ne jamais détruire les forces vives du pays, parce qu'il va devoir s'en servir. Donc, on préserve les routes, on préserve les écoles, on préserve les hôpitaux, on préserve la production d'électricité, on préserve l'eau potable, parce que si on doit gouverner derrière, il faut avoir un pays en état de marche pour répondre aux besoins des populations. Donc, oui, il y a une guerre idéologique, on se bat contre un adversaire idéologiquement, on fait la révolution, mais autant que faire se peut, on préserve les structures fondamentales, essentielles du pays. La spécificité de la Syrie, c'est que la guerre de révolution, enfin les guerres de changement, cette guerre, cette insurrection qui a été instrumentalisée par tous les pays alentours. Quand vous allez de Damas à Alep, c'est Stalingrad. Tout a été détruit. Et quand je dis Stalingrad, ce n'est pas une figure de style, c'est réellement comme ça. Tout a été détruit. Les zones industrielles ont été mécaniquement, notamment à Alep, détruite, tout ce qui n'était pas exportable vers Gaziantep en Turquie pour être acheté par le marché noir turc a été détruit sur place. L'eau potable a été attaquée, la production d'électricité a été attaquée, tout ce qui est école, hôpitaux a été visé systématiquement. Par les deux partis? Non, par le régime. Oui, non, pas par le régime.
Non, pas par le régime, par l'opposition. La zone industrielle d'Alep était tenue par la partie rebelle, et tout ce qui était force productive, qui a pu être démonté, était revendu en Turquie. Bon, le régime a quand même bombardé les hôpitaux, avec l'aviation russe. Les hôpitaux qui ont été bombardés avaient été repris par l'opposition, certes. Mais ce que je veux dire, c'est les infrastructures majeures, électricité, routes, etc. Ça a été systématiquement détruit. Oui, la politique de la terre brûlée. Oui, c'est une politique de la terre brûlée. Donc, on a un pays qui est par terre, dont la reconstruction est évaluée à 400 milliards de dollars, à peu près 400 à 500 milliards de dollars. Et juste une anecdote, tout ce qui était cimenterie côté à la frontière nord a été détruit, et dans le même temps, on a une construction en Turquie de cimenterie, parce qu'il faudra répondre au marché. Donc, en même temps qu'on fait la guerre, les lois du marché s'appliquent déjà. Voilà. Voilà, alors l'objectif, évidemment, c'était pas de refaire le conflit syrien. Là, on a un témoin de premier ordre sur ce que tu as pu voir. Mais effectivement, on a fait ça dans quelques numéros. Et puis bon, je veux dire, la presse a suffisamment... Il ne s'agit pas de... Voilà. Donc c'était... Le reportage n'est pas sous cette Voilà, c'était... Voilà. Le reportage, c'est de parler d'une réalité. Et moi, partout où je me suis déplacé ces dernières années, que ce soit de l'Afghanistan, Kosovo, Afghanistan... Première fois en 2006, jusqu'au Kurdistan irakien en 2019, oui, il y a un invariant, les femmes sont en première ligne, pour que tout le monde... Et elles sont les premières attaquées, les premières victimes de guerre. C'est systématiquement. Et c'est toujours ce qui passe sous les écrans radars. Peut-être quelques mots sur cette association avec Véronique Boutet et Anas Chabib. Véronique Boutet est radiologue. Elle est scénologue, elle est spécialiste du cancer du sein. Elle travaille où ? Elle travaille à Caen. Elle travaille à Caen. Quand nous y sommes allés, elle était quand même épouvantée des diagnostics qu'elle posait. C'est-à-dire, on parle de cancer très très avancé. Parce que non pris en charge. Non pris en charge, non détecté. C'est ça, les diagnostics sur la population qu'elle a, lors des consultations qu'elle a faites. Elle a voulu continuer, c'est-à-dire qu'en 2011, Laure Astarté est une déesse. Enfin, ça, bon, on ne va pas le tout raconter. Bon. Vous verrez, Astarté est une des principales divinités du Moyen-Orient. Bon. Et vous verrez pourquoi elle a été choisie. Donc, Véronique Boutet et Anas ont travaillé dans l'échange, dans le partenariat avec les hôpitaux, les cliniques syriennes. Et en 2011... Et c'est quelque chose qui est assez singulier quand même, parce que en 2011, ça se passe avant que ça explose en Syrie. On leur a annoncé, ils ont été soutenus à fond. Hein. Ils ont été vraiment soutenus à fond en France. Et puis du jour au lendemain, on leur a annoncé que, non, on a arrêté de soutenir. Deux points ouvrés les guillemets. Vous savez, il se prépare des choses graves en Syrie. Fermez les guillemets. C'était quand ça ? Et ça, c'est avant que ça pète. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même... si vous voulez, le scénario d'une colère spontanée est quand même compliqué. Voilà. Il y avait une question peut-être ? J'ai entendu quelqu'un qui... Non. Alors, si vous avez des questions, malheureusement, on ne peut pas faire tourner le micro dans la salle pour des histoires de désinfection, etc. Mais bon, vous pouvez le... C'est pas un blanc-seing, par contre. Alors, pardon. Non, simplement dire, si vous avez des questions, vous vous levez et voilà, d'une voix de stentor, vous posez votre question. Est-ce que je peux préciser une dernière chose ? Mais bien sûr. Effectivement, ils ont pu être accusés d'être instrumentalisés par le régime. L'association, les chirurgiens. Tous les deux. C'est toujours très très compliqué quand... En aucun cas, c'est un blanc-seing au régime de la famille Al-Assad. Il ne s'agit pas de décerner des bons ou des mauvais points, là c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'au niveau des sanctions internationales, et on retrouve le même cas de figure qu'avec l'Iran, c'est complètement contre-productif, et
au contraire, ça épuise les populations, mais ça entraîne aussi une détestation de ces mêmes populations, de ceux qui produisent les sanctions. Donc c'est complètement contre-productif. Oui, c'est-à-dire les Nations Unies, les pays occidentaux. Les États-Unis, voilà. Donc, alors, localement, à Toulouse, il y a quelqu'un qui a toujours essayé de maintenir le contact, c'est Gérard Bapt, le député. La première fois que je suis allé en Syrie, c'était avec lui. J'ai eu l'occasion. L'ancien maire de l'Union. Ancien maire de Saint-Jean. Non, de Saint-Jean, pardon. Saint-Jean, ancien député, donc qui lui était en charge de l'amicale franco-libanaise, qui ensuite a pris pas mal de contacts et d'échanges avec la Syrie, et qui a une position distanciée et tout à fait intéressante et très très humaine sur ces questions-là, sur la Syrie. C'est un ancien médecin, quoi. Voilà. Oui. Très bien. Voilà, je ne sais pas si à ce stade il y a des questions. N'hésitez pas. Vous nous interrompez. Sur un registre un petit peu différent, donc on va en venir tout à l'heure à Ben pour parler donc de Un toit pour apprendre avec le réseau éducation sans frontières. Je voulais simplement évoquer trois autres sujets. On a publié, alors à propos de la Syrie, un entretien avec le poète Adonis, donc qui vit en exil à Paris depuis déjà de longues années, qui est maintenant âgé, et on trouvait intéressant, voilà, d'évoquer avec lui un petit peu son œuvre, la poésie. Alors c'est vrai que sur la politique, il a dit je ne veux pas parler de politique. Il avait déjà fait des interviews à Télérama, etc., où il parlait de la catastrophe de son pays, puisqu'il est syrien. Donc il explique un peu sa jeunesse aussi, puisqu'il a été emprisonné sous le régime Assad. Sur sa passion de la poésie, parce que quand il était gamin, il a récité des poésies à l'époque devant le président de la République de Syrie de l'époque. Voilà, donc voilà un entretien vraiment intéressant. Et donc lui, effectivement, il regrette cette incompréhension qui est entre les pays arabes et l'Occident. Voilà, c'est un petit peu la teneur de cet entretien qui a été fait par Marc Terris. Voilà, qui le connaît bien. Et aussi, on a un sujet sur Almeria, vous savez, cette fameuse mer de plastique, quand on passe sur l'autoroute, ou même cette mer de plastique d'où viennent la plupart des fruits et légumes qui, on va dire, sont dans les étals des supermarchés. Donc, c'est pas toujours des choses de grande qualité, mais en tout cas, ils produisent énormément. Et cette mer de plastique, qui a recouvert l'ensemble du territoire autour de Roqueta de Mar, quand on passe sur l'autoroute, c'est visible depuis l'espace. Voilà, donc bon, après c'est une façon de produire des légumes assez contestable, avec du plastique qui part partout, et puis également des travailleurs étrangers, notamment africains ou maghrébins, qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Alors certains ont des papiers, d'autres non. Donc voilà, donc on a essayé de leur tendre le micro et d'évoquer avec eux leurs rêves un petit peu suspendus, puisqu'évidemment eux ils ont réussi, alors soit en prenant le bateau, soit en prenant un avion éventuellement. Ils sont sur le territoire européen, mais ils sont coincés en travaillant dans des conditions très compliquées. Voilà, donc on leur a tendu le micro. Voilà, donc c'est un sujet de Augustin Campos. Et ensuite, un autre sujet plus proche de nous, sur un résistant qui s'appelait Enric Moner, qui était en fait né à Figueras. Et alors c'est moi qui ai signé ce sujet, qui m'a été proposé en fait par un professeur de dessin de Bilbao, qui s'appelle Unai Eguia, qui n'a pas pu être avec nous. Il était la semaine dernière, il était à Toulouse, mais là, il n'a pas pu rester. Et en fait, son histoire, elle démarre à la lecture d'un roman que peut-être vous connaissez, de Javier Cercas, Javier Cercas en français, Les soldats de Salamine, je pense que la plupart connaissent, et puis Le monarque des ombres, bon, il y a beaucoup la guerre d'Espagne, et puis vu du côté de sa famille, puisque sa famille était en majorité plutôt phalangiste, du côté de, voilà, donc lui il est plutôt plutôt favorable, on va dire, à la République, mais en fait l'essentiel de son œuvre tourne autour de ça. Et là, il a signé, alors je crois que c'était en 2009, ou si je ne dis pas de bêtises, un roman, une sorte d'enquête qui s'appelait L'imposteur. Alors c'est une enquête, c'est vraiment pas un roman, où effectivement on voit que la réalité dépasse la fiction. Puisque l'imposteur, il s'agit de quelqu'un qui s'est fait passer pour un déporté, Enric Marco,
donc catalan, et qui était en fait une sorte de star des médias qui a prétendu, qui disait qu'il avait été déporté en Espagne et il présidait l'amicale des déportés de Mauthausen. Voilà. Et quand on s'est aperçu, quand il a été démasqué, qu'on a appris, alors c'est un historien qui s'appelle Bermejo, qui a prouvé qu'il n'était pas du tout déporté, en fait il était travailleur volontaire en Allemagne. Voilà. Et en fait, il essayait de maquiller son passé. Alors, il avait été combattant du côté républicain pour la République. Et en fait, il essayait, bon, il avait une vingtaine d'années, donc peut-être qu'on peut lui pardonner certaines choses. Il essayait de maquiller un peu son passé par rapport aux franquistes, par rapport au régime qui a duré. Et voilà. Et donc, il est parti comme travailleur volontaire. Mais après, bon, voilà, il a raconté toute une série de choses. Il a trompé aussi sa famille. Bon, c'est une histoire complètement rocambolesque que Javier Cercas décrit très bien. Voilà, donc c'est une sorte d'enquête fleuve. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que ce fameux l'imposteur, Enric Marco, en fait, est allé à Flossenburg, là où il avait été en fait mis en prison, pas du tout comme déporté, et en fait il a usurpé l'identité d'un vrai déporté, qui est ce fameux Enric Moner. Et donc ce fameux professeur de Bilbao, quand il m'appelle, il me dit voilà, moi je ne veux pas parler d'Enric Marco, l'imposteur, ni du roman de Javier Cercas, qui ne m'a pas plu. Bon, alors que moi je trouvais quand même c'est un roman quand même qui est costaud, puisqu'en fait il a des relations avec le fameux imposteur. En fait, ils passent énormément de temps ensemble pour essayer de démêler le vrai du faux. Voilà. Et donc cette enquête que ce professeur de Bilbao a menée, c'est essayer de réhabiliter cette histoire de ce déporté, de ce résistant. Donc il était dans le réseau Combat du côté de Montrillas au Boulou. Il a été arrêté par la Gestapo et il n'est jamais revenu. Voilà. Et donc c'est cette histoire que ce professeur de Bilbao, Unai, a voulu restituer. Et donc j'ai fait un papier autour de ça. Et le papier démarre en fait le 9 octobre 2021, où j'ai assisté à une cérémonie d'hommage de la mairie de Figueras à, on va dire, l'enfant du pays, qui était Enric Moner, avec une pose symbolique d'un pavé, on appelle ça en allemand un Stoppelstein. Alors c'est très peu connu en France parce que c'est peu pratiqué, mais en Espagne ça se pratique, en Allemagne aussi. Il s'agit de rendre hommage donc à des déportés, des gens qui ont disparu, également des juifs ou des non-juifs, et de rendre hommage en posant un pavé symboliquement devant l'ancien domicile ou un lieu où ils en ont vécu. Voilà. Et là il s'agissait de faire ça à Figueras, devant l'ancien domicile de la famille Moner. Et il y avait la famille Moner, il y avait les enfants, enfin, bon, 80 ans, évidemment. Voilà. Et donc, voilà, c'était assez émouvant. Et l'enquête démarre avec ça. Et puis après, voilà, donc j'ai signé un sujet sur la mémoire retrouvée du passeur de Morillas. Voilà, c'est un petit peu compliqué, je suis désolé de partir un peu dans ces méandres, mais pour que vous compreniez un petit peu, voilà, pourquoi on a évoqué la mémoire de Enric Moner. Voilà. On va passer à Ben maintenant. Ben Harcourt, mais ne ferme pas les yeux. Voyons. Voilà, pour évoquer ce très beau récit photo qui s'appelle Un toit pour apprendre. Comment apprendre, s'éduquer et grandir lorsqu'on est une ou un enfant de réfugiés, de demandeurs d'asile ou d'étrangers sans papier dans l'attente d'une décision de l'administration. Voilà, donc évidemment, c'est très compliqué, avec effectivement la bataille avec la préfecture, avec les autorités françaises, voilà, pour essayer d'obtenir des papiers. Et bon, dans un premier temps, les enfants sont protégés, puisqu'ils vont à l'école, mais souvent, faire les devoirs, etc., c'est pas toujours facile. Alors peut-être, Ben, pour se détendre et parler sereinement, comment est né ce reportage avec peut-être les gens du réseau RESF qui sont présents avec nous, qui proposent, je crois, des documents, des badges, des pétitions, si vous voulez les signer, on vous encourage à les signer. Il y a aussi, je crois aussi, quelques images. Je ne sais pas si elles sont exposées ou affichées. Hélène a fait le nécessaire, je pense. Voilà, merci Hélène, et merci d'accueillir RESF. Voilà, donc ça se trouve tout à l'heure au fond de la salle. Voilà, donc, et puis on a avec nous, je ne me souviens plus de votre prénom, Annie qui est fidèle et qui est là. Voilà, donc peut-être nous expliquer la genèse de ce travail, parce que c'est un travail au quotidien, d'aller auprès des professeurs, aller auprès des familles, de rentrer dans les squats, dans les hôtels. Voilà. C'est une réalité. Alors je précise que ce sujet a été fait en banlieue toulousaine, à Muret, à Toulouse. Voilà. C'est à toi. Bonsoir à tous et toutes. Merci Santiago pour. Je suis moins à l'aise que mes confrères là. Ça va aller. Pour
pour parler. Et surtout que ça m'a bien lessivé tout ce reportage. Mais voilà, donc je vais vous parler d'RESF. C'est le réseau Éducation sans frontières Donc moi c'est Ben, je suis photographe et j'ai suivi, comme tu as dit, des familles. J'ai découvert le réseau Éducation sans frontières en septembre 2019 à la rentrée scolaire quand des enseignants sont mobilisés. Donc les professeurs, des directeurs aussi d'école se sont mobilisés pour dénoncer la situation du fait que des enfants de l'établissement dormaient à la rue, venaient de se faire sortir de leur hôtel parce qu'ils étaient sans papier et n'avaient pas le droit tu disais d'être protégés, mais justement, ils n'avaient plus le droit d'être protégés parce qu'ils étaient dans une situation administrative où ils en étaient sortis, justement. L'égalité, donc. Voilà. Et donc, de là, j'ai rencontré le réseau, j'ai rencontré des professeurs, j'ai rencontré des... Le réseau, c'est pas une association, c'est vraiment un réseau de la LDH, la CIMAD, du DAL, le droit au logement, c'est la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, des syndicats, de parents d'élèves, donc c'est vraiment tout ça. Et voilà, je les ai rencontrés, je suis allé au quotidien, j'ai fait ce que font ces personnes. Ce reportage, c'est juste mettre en lumière avec l'œil du photographe quand même, avec l'œil du photographe, avec l'empathie. Oui, c'est l'œil du photographe, c'est à chaque photo, c'est une situation, c'est une famille, c'est voilà, il y a pas assez de... Il faut savoir qu'au RESF, au Réseau Éducation sans frontières, ils suivent à peu près une cinquantaine de familles par année. Il y en a qui sont là depuis plusieurs années, il y en a qui sont là depuis 4, 5, voire 9, 10 ans. Et voilà, c'est un combat, c'est faire en fait valoir les droits des personnes. Les pétitions qui sont là, c'est pour être apportées en préfecture pour dire voilà la situation. Ces familles-là remplissent les critères auxquels vous demandez pour être régularisées en France. Elles ne sont pas régularisées. Donc, quel est le problème en fait? Voilà leur situation et merci de revoir un peu la situation. Et en attendant, effectivement, ce sont des familles, des enfants qui sont scolarisés, qui vont tous les jours à l'école, qui sont déplacés, qui font d'un squat pour échapper aussi à la police, pour échapper un peu au fait que c'est pas évident qu'ils se fassent déloger soit de leur hôtel, soit de leur squat. Et donc, dans la nuit, ils vont déménager. Dans la nuit, et le lendemain, en fait, ils sont à l'école. Il y a une image là-dessus, là, où on voit les affaires sur le trottoir. Sur le trottoir à 17h, 18h, et puis le lendemain, voilà, ils vont être à 30 km de là parce qu'ils seront à Muret, ils seront dans une autre ville, et ils vont être... Et le lendemain, ils seront encore une fois à l'école, et pour certains, et leurs professeurs... Ça, ce reportage, c'est mettre en lumière des situations où les familles restent invisibles, se cachent et essayent de pas... voilà, certains professeurs sont au courant, ils les accompagnent, les aident et voilà. C'est aussi ça, remercier aussi le travail de ces... Il n'y a pas que le corps enseignant, quoi, mais il y en a d'autres, mais c'est vraiment que c'est là où ils sont révélés et sans rien dire forcément, à part certaines mobilisations. Ce sont des enseignants, des directeurs ou directrices d'école qui les soutiennent, qui les accompagnent et qui les aident. Et on en a pas mal de familles qui sont à l'université. On en a une là qui est dedans. Malgré tous les déménagements, 5 déménagements, enfin je dis déménagements entre guillemets, c'est partir d'un logement à l'autre et sont à la fac, sont en études de médecine, sont avocats aussi, enfin dans des études d'avocats et pourtant dans des situations... Donc c'est des gens, enfin je veux dire, ce soutien moral sert justement comment dirais-je, par rapport au destin de ces enfants, c'est primordial quand même. Oui, ce sont des gens, des familles, les enfants ne font que suivre, ce sont des gens qui ont fui, que ce soit des guerres, que ce soit une misère, que ce soit peu importe le pays d'où ils viennent, peu importe la raison, ils sont là. Il faut les accompagner aussi. Moi, je tiens à saluer le travail de Ben, vraiment. Il m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché à un autre niveau, c'est que quand je vois les conditions d'hébergement, cette précarité de l'hébergement, je retrouve des camps
de réfugiés que j'ai pu voir en Syrie, au Kurdistan, je retrouve ces images et je me dis, je sais ce que ces gens ont traversé, j'ai suivi ça, je sais aussi du départ d'où ils sont partis, et quand je connais le RESF fait un super boulot depuis, moi je suis admiratif de leur travail, qui est discret, qui est constant, et ces gosses, le travail qu'ils font à l'école, la façon où j'en croise à Tarbes, je vis à Tarbes, des gamins qui arrivent à 14 ans qui ne parlent pas français et qui sont en première à Théophile Gautier, en terminale 5 ans plus tard, des gamins qui viennent d'Afghanistan, qui viennent d'Irak, du Kurdistan, etc. Je pense qu'il mérite toute l'attention et tout le soutien, et donc je tiens vraiment à saluer son travail parce que c'est essentiel, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'ai fait un oubli important tout à l'heure. Je tiens vraiment à remercier Santiago pour Gibraltar, pour le travail qu'il fait, et qui donne de la place à des textes qu'on ne voit pas ailleurs, parce qu'il ouvre des fenêtres que beaucoup voudraient garder fermées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et en tout cas, merci à vous deux. Voilà. Merci. Juste un petit truc, ça me fait penser aussi que voilà, le reportage s'appelle Un toit pour apprendre, parce que c'est vraiment ça, c'est ce qui est demandé. C'est la campagne du droit au logement, du DAL 31, qui a mis cette campagne pour dénoncer un peu les situations, mais le DAL fait partie aussi du RESF, donc fait la petite association, mais le réseau d'éducation sans frontières a lancé une campagne de déconfinons leurs droits, parce que pendant le confinement, le premier confinement, la situation à la préfecture, toutes les situations ont été reportées, et alors que les expulsions, elles, continuaient. Donc on ne pouvait pas faire ni de rassemblement, ni d'exposition pour dénoncer ou quoi que ce soit. Donc on a fait des campagnes déconfinons leurs droits sur Internet pour un peu dénoncer, sensibiliser, même sans se rassembler, mais... Oui, puis en plus, bon, avec cette histoire de crise sanitaire, ça a complexifié les choses, puisqu'on n'a plus de rendez-vous. Voilà, les gens sont en télétravail et tout se fait par Internet. Alors évidemment, à qui vous adressez par Internet, voilà, avoir des interlocuteurs, c'est pas évident. Donc ça a dû sans doute rendre les choses encore plus compliquées et assez dures. Moi, ce qui m'a frappé, alors, parce que moi j'ai découvert aussi ce travail, hein, c'est, alors, on imagine, il y a des gens qui viennent peut-être du Kurdistan ou peut-être d'Afrique, mais il y a également des Européens. Hein, il y a, voilà, moi j'étais surpris de voir des Ukrainiens, des Russes, des gens qui parfois parce qu'ils ont posté quelque chose sur Internet et qu'ils sont victimes vraiment d'une sorte de chasse, hein, ils ont dû quitter leur pays. Donc même la Russie, l'Ukraine, enfin il y a des gens vraiment qui sont dans les grandes difficultés. Il y a aussi des gens, des Albanais aussi, je crois. Bon, voilà, donc voilà, il n'y a pas uniquement que le Sud, voilà, les pays, on va dire, où il y a la guerre, etc. Il y a aussi d'autres conflits de plus basses intensités. Voilà, et évidemment, qui paie les pots cassés, évidemment, c'est les enfants. Voilà, mais voilà. Donc peut-être. Ils ont tous une raison parce qu'on ne choisit pas de quitter son pays. Donc ils ont vraiment des raisons. Il y en a c'est pour le soin, il y en a c'est des conflits, il y en a qui c'est des persécutions. Voilà, c'est vraiment. Voilà, non, mais l'intérêt aussi, et tu es très modeste quand tu parles de ton travail, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même un travail, c'est effectivement d'aller au petit matin, d'aller rentrer dans l'intimité des gens, c'est pas évident, d'accepter qu'ils soient photographiés. Bon, il y a apparemment, on voulait publier une image et on a demandé aux parents, bon, le papa s'y opposait, donc on n'a pas publié cette image, on a publié une autre, où on ne pouvait pas reconnaître le gamin. Bon, voilà, donc, voyez, donc c'est pas évident. Donc, on est vraiment sur de l'humain, sur des choses quand même délicates, où il ne s'agit pas de leur causer du tort. Déjà qui sont dans la difficulté. Voilà, donc c'est peut-être sur cet aspect-là que j'aimerais peut-être que tu racontes. Comment tu arrives à créer cette confiance? Alors j'imagine ça part avec le réseau RESF, hein, qui donne les contacts, qui fait le suivi des élèves dans un premier temps. Hein, parce que voilà, l'alerte, elle part des professeurs, même s'il n'y a pas que des profs dans RESF. Voilà, donc peut-être savoir comment tu travailles. J'accompagne des militants, militantes du réseau et qui
donc qui connaissent les familles, qui les suivent depuis, comme je disais, un certain temps aussi. Il y a la confiance, tout de suite, elle arrive. Il y a la confiance, c'est de l'humain. Donc, même si on se connaît pas, tu me dis, tiens, lui, vas-y, tu peux lui parler, on s'échange, on discute. Il y en a qui peuvent rester fermés, mais après, voilà, on va discuter ensemble aussi, on va échanger, on va voir, on va prendre la parole. Je vais y retourner aussi à plusieurs reprises. Parce que je garde le contact et aussi, il y en a, je sais pas, c'est aussi on va dire un feeling, ou c'est le fait que, parce qu'on je leur promets rien, je leur promets jamais de dire ça va, voilà, si on va changer grâce à ça, non. Je ne fais que, j'ai un petit dictaphone pour enregistrer aussi également ce que la personne a à dire. Donc c'est pas évident effectivement de sortir l'appareil devant quelqu'un et oui, d'abord on discute. On discute d'abord. On discute, on s'écoute, on comprend la problématique et je sais pas, je sais pas comment expliquer. Alors, il y a une image que moi je trouve assez émouvante où on voit, alors je sais plus comment s'appelle ce garçon, c'est Jamel, 17 ans, peut-être que depuis il a grandi, je sais pas, où on le voit avec, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, avec un ordinateur de la région, vous savez, les fameux ordinateurs rouges là, les l'ordi, voilà, ma fille en a un comme ça, c'est le même, et effectivement où on voit ce gamin assez brillant qui fait... ses devoirs, enfin, qui travaille dans une espèce de cagibi à côté du lavabo, de la douche, enfin, bon, c'est des conditions pas évidentes. Alors, évidemment, on n'est pas dans un camp en Syrie sous la tente, mais bon, c'est quand même assez précaire. C'est la précarité. Il y a cette photo là. C'était la chambre, ça c'est leur chambre d'hôtel. Donc ils étaient à 3 là-dedans. Il y avait une autre avec, mais voilà, en même temps c'est là où ils faisaient la cuisine, c'est là où ils étaient là quotidiennement. Ils venaient d'arriver à cet hôtel à Muret alors qu'ils étaient scolarisés en centre-ville à Toulouse. Et c'est lui donc, notamment Jamel, qui est aujourd'hui qui fait des études en médecine, ouais. Qui est brillant. C'est une famille algérienne. Hein. Oui. Il est sorti, lui, alors il avait fait 5 déménagements cette année-là, avec 18,5 de moyenne générale. Alors après, il y a d'autres images qui sont émouvantes, mais bon, cette famille albanaise, effectivement, on les voit dans le squat avec, à la place d'une table, bon, c'est un carton renversé, bon, voilà. Après, il y a d'autres gens dans ce cette famille, ils étaient, par exemple, juste pour parler de ça, ils étaient à l'hôtel, et puis la situation fait qu'ils n'étaient pas... ça n'a pas été accepté leur dossier, donc ils se sont retrouvés le lendemain dans un squat. On leur avait dit de quitter le pays au QTF et ils devaient reprendre l'avion. Et en fait, ils sont réfugiés, cachés dans un squat. Et voilà. Ou cette image-là de... Pourtant, c'est des gens qui sont là depuis... cette famille, juste avant, elle était là depuis 5 ans. Ils parlaient parfaitement français. Ils étaient, on va dire, intégrés. Ils allaient à l'école. Et, voilà. Les gamins, les enfants étaient là depuis... ils avaient grandi là, quoi. Donc... Et puis tout d'un coup, effectivement, administrativement, ils sont plus dans la légalité et ils sont obligés de basculer dans l'illégalité en allant dans un squat. Cette image, est-ce que tu peux la commenter peut-être ? Cette image. C'est des enfants d'une famille. Le père est russe, la mère est ukrainienne. Voilà. Il y a eu un conflit donc au Donbass et eux, ils étaient à proximité et du coup. Le père avait posté un message de solidarité, de paix entre les pays et il a été accusé de... Sur Facebook, du Facebook russe et il a été accusé de traîtrise et par la communauté qu'il y avait là-bas et par ses amis et par la famille qui ne comprenait pas pourquoi il prenait position contre son pays. Et donc il a dû fuir avec toute sa famille et s'est réfugié en France. Bon, ben merci. Merci de votre présence. Et merci aux auteurs. Bim 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 bum 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 bim bim bum bum bim bim bum bum bim bim bum. Il s'agissait d'une rencontre autour de la publication du numéro 10 de la revue Gibraltar avec Santiago Mendieta et les contributeurs de la revue, les journalistes Bruno Vincent et Pierre Chalier, ainsi que le photographe Ben Harcourt. Enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 15 janvier 2022, réalisé et mis en onde par Radio Radio. Sigo observando mi respiración como entra frío y sale tibio y no puedo callar la razón. Como el caracol me voy. Bim bim bim.
buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue. Sigo intentando